Mes chers collègues, nous avons le plaisir d'accueillir cet après-midi Monsieur Patrice Vergrit, président du conseil d'administration de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, la fameuse AFIT France, pour qu'il vienne nous présenter le rapport d'activité de cette agence. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous honorez une promesse faite dans cette même commission il n'y a pas si longtemps, puisque comme vous avez pu le voir lorsque vous avez été auditionné le 11 janvier, notre commission est pleinement engagée sur ces sujets de questionnement du financement des infrastructures de transport. Nous sommes en train de conduire pas mal de travaux sur le sujet, avec en particulier plusieurs auditions sur le renouvellement des concessions autoroutières, et nous œuvrons activement, notamment avec le président Valence, pour que nous puissions avoir notamment une programmation pluriannuelle des investissements dans nos infrastructures de transport. Et puis nous aurons vendredi matin l'examen de ma proposition de loi sur les services express régionaux métropolitains. Nos objectifs dans cette commission, qui je le crois sont transpartisans, s'inscrivent pleinement dans le cadre de cette loi d'orientation des mobilités qui détermine 5 grands programmes d'investissement. Ces objectifs sont simples mais ambitieux, évidemment améliorer la mobilité du quotidien de nos concitoyens. Monsieur le Président, si je peux me permettre, vous savez ce que c'est en tant que président, en tant que maire d'une belle ville, avec une attention particulière accordée à l'entretien et à la modernisation des réseaux de transport terrestre, réduire les inégalités territoriales, décarboner les mobilités pour lutter contre le dérèglement climatique, ce qui implique de promouvoir des mobilités partagées, douces et actives, mais aussi accroître l'intermodalité, notamment dans le domaine du transport de marchandises, dont l'efficacité doit être renforcée. L'agence que vous présidez est le bras armé de l'État pour mener cette politique. Les moyens qui doivent y être consacrés au terme de cette loi d'orientation des mobilités sont conséquents, 14,3 milliards d'euros pour la période 2023-2027. Un des grands enjeux, nous le savons, consiste à pérenniser les recettes de l'agence, dont on a constaté la fragilité par le passé. Monsieur le Président, votre audition pour présenter le rapport d'activité de l'AFIT est donc l'occasion de faire le point sur tous ces sujets et de nous livrer votre analyse sur les perspectives du financement des infrastructures de transport. Cela nous sera évidemment très utile dans nos travaux préparatoires en vue de l'examen du prochain projet de loi de finances. Monsieur le Président, je vous laisse la parole et puis nous céderons la parole aux orateurs de groupe. Monsieur le Président, messieurs les députés, je ne peux pas dire messieurs, mesdames, donc messieurs les députés, c'est une originalité puisque je suis venu vous présenter un rapport d'activité pour 2022, année où je n'étais pas président, mais c'est la réponse à un engagement que j'ai pris devant vous, effectivement, au cours du mois de janvier. Engagement de transparence de la FID vis-à-vis de la représentation parlementaire. Aujourd'hui, nous sommes à l'Assemblée nationale, donc avec la DGITM et la secrétaire générale de la FID. Nous serons bientôt au Sénat, également en commission, de manière à aussi pouvoir discuter avec vous des formes de transparence que vous souhaitez, bien entendu, pour la FID, mais j'y reviendrai. Donc c'est avant tout la réponse à un engagement tenu. D'ailleurs, en début de semaine, vous avez dû recevoir en format papier le rapport d'activité 2022 de la FID. Si ce n'était pas le cas, nous avons quelques rapports, on peut vous les laisser. Le deuxième engagement que j'avais pris devant vous lors de cette audition au mois de janvier, c'était de faire aussi un peu évoluer l'AFIT et le conseil d'administration de l'AFIT dans quelques directions. En l'occurrence, depuis janvier, nous sommes allés à la rencontre des territoires. Je suis allé à Strasbourg, à Bordeaux, en particulier pouvoir m'entretenir avec les représentants des territoires, qu'ils soient de l'État ou des collectivités, sur les projets de système de métropolitain.
J'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'opérateurs, de la SNCF à VNF, mais en passant par multiples opérateurs, et ça continue encore. On a eu l'occasion aussi de faire, parfois en partenariat, des opérations en propre, hein, mais à vélo, un hackathon à destination de jeunes étudiants européens sur justement ces thèmes de la mobilité, une rencontre au Parlement européen. Ouvrir également le CA à la présentation des activités portées par la FIT. On a accueilli VNF, on a accueilli l'université Gustave Eiffel. Et au prochain conseil d'administration, c'est monsieur le député David Valence qui viendra nous exposer justement voilà, le rapport du COI. Donc le but du jeu est d'ouvrir le conseil d'administration pour en faire aussi un lieu de débat et pas simplement effectivement bras armés directement des opérations de l'État, mais pouvoir être un lieu vivant d'échange sur cette problématique des transports. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, ça se fait aussi dans un contexte dense. Après les annonces de la Première ministre le 24 février, hein, notamment de 100 milliards d'euros sur le ferroviaire, le plan vélo, votre proposition de loi, le dévoilement du plan d'avenir pour les transports et le lancement de négociations pour les volets mobilité des CPER. L'engagement aussi du ministre des Transports, d'une consultation de toutes les forces politiques et président de commission sur les enjeux et les opportunités d'une loi de programmation. Je pense que ce serait une très bonne initiative. Donc voilà, ce rapport d'activité 2022 arrive dans ce contexte-là. Alors, nous avons aujourd'hui un format tel que vous le connaissez qui est sous cette présentation. Il n'y a pas, par exemple, de fiche par programme aujourd'hui dans notre présentation du rapport d'activité. Si tel était votre souhait pour le rapport d'activité 2023, bien entendu, cet acte de transparence l'an prochain, nous le ferions. Donc je suis aussi là sur un rapport d'activité 2022 pour entendre vos souhaits de forme de transparence des activités de la FIT. Donc là-dessus, n'hésitez pas à me dire si des choses complémentaires seraient utiles, notamment pour le rapport d'activité 2023 que je viendrai vous présenter de la même manière l'année prochaine. Alors l'année 2022 est une année un peu particulière puisqu'elle correspondait à la fin de la crise sanitaire, enfin la fin de la crise sanitaire, en tout cas la fin des restrictions, et ce qui a permis à la FIT de percevoir l'ensemble de ses recettes. C'est la fin des engagements du volet transport du plan de relance, à l'exception du quatrième appel à projet TCSP qui avait été reporté. Ça a été l'organisation d'événements européens avec d'autres agences équivalentes. Je suis heureux aussi de vous annoncer que en 2022, l'ensemble des factures qui ont été adressées a été honoré. Donc il n'y a pas eu de création de dette de la FIT sur cette année 2022. C'était un engagement fort des deux derniers présidents. Que ça a été une année de poursuite de gros projets. Hein. Je pense à EOL, je pense au GPSO notamment. Et que c'est une année d'exécution de la LOM conformément à ce qui avait été établi. Alors, les chiffres clés, hein, et puis on aura l'occasion plus après de répondre à vos questions si vous en avez, mais quelques chiffres clés pour vous en faciliter la lecture. D'abord, un budget record. L'année 2022, la FIT avait jamais enregistré en 2022 un tel budget, 3,3 milliards de crédits en CP, contre 2,1 milliards en 2016. Donc on voit la progression quand même des crédits de la FIT, 2,1 en 2016, 3,3 en 2022, on voit bien une croissance régulière et dont on peut imaginer que ce soit une tendance qui se poursuive au regard de nombreux échanges que vous avez ici même à l'Assemblée. À chiffre à noter, parce que c'est quand même un peu aussi le rôle de la FIT de veiller à l'exécution, 99,08%, c'est le taux d'exécution des crédits. Donc ce qui a parfois été identifié comme une critique du manque de taux d'exécution des crédits engagés par la FIT, pour 2022, on a un taux d'exécution absolument exceptionnel avec 99,08%. Et je dois avouer qu'on a essayé de beaucoup pousser, effectivement, pour veiller, quand je dis on, là, en l'occurrence, ce n'est pas moi, mais la FIT a en tout cas beaucoup poussé pour qu'effectivement,
ces dépenses et ce budget soient exécutés quasiment à 100%, 99,08%. Ces 3,24 milliards de recettes pour qu'on l'ait toujours en tête, le non-versement de la contribution volontaire des sociétés concessionnaires d'autoroutes représente une perte pour l'AFITF de 122 millions d'euros pour les années 2021 et 2022. Donc c'est 122 millions d'euros qui n'ont pas été apportés à l'AFITF suite au non-versement de cette contribution. Le contentieux est toujours en cours. Catherine Mosbrugger pourra vous en faire un état de la situation si vous le souhaitez. Mais voilà, ça représente quand même un manque à gagner pour l'AFITF non négligeable. À un moment où un débat aussi sur les taux de rendement interne des projets et des actionnaires sur les sociétés de concessionnaires d'autoroutes est sur la table. Pour 2023, la prévision est de 3,78 milliards de CP en 2023, donc je le disais. Et donc, on aurait encore une progression de 489 millions par rapport à 2022. Quand je parlais d'un budget en croissance, 2023 devrait aussi afficher une croissance et donc être à nouveau un budget record à la fin de cette année. Chiffre aussi à retenir, un tiers des dépenses de l'AFITF sont consacrées aux infrastructures routières et 2 tiers au mode alternatif à la route. Donc je pense que c'est un chiffre important à retenir puisque l'essentiel des recettes viennent quand même de la route, viennent des mobilités carbonées, puisqu'il y a aussi l'aérien, et 2 tiers des dépenses sont à des mobilités décarbonées. Donc ce rôle de l'AFITF qui consiste à générer un transfert financier entre les mobilités carbonées et les mobilités décarbonées a fonctionné sur cette année 2022, 2 tiers au mode alternatif à la route. Si je détaille par mode de transport, en 2022, l'AFITF a financé 1,25 milliard d'euros pour le ferroviaire, 38%, 1,06 milliard en faveur de la route, 32,2%, c'est le fameux un tiers, 536 millions en faveur des transports collectifs d'agglomération, ce qui représente 16,3%. 388 millions en faveur des ports maritimes, ce qui représente 11,8%. Et enfin, 55 millions en faveur des dépenses diverses, notamment un plan exceptionnel d'investissement à destination de la Corse ou de la Guyane, ce qui représente à peu près 1,7%. Voilà. Donc, je vais éventuellement demander à Catherine si elle souhaite compléter mon propos, mais sinon, on est surtout là pour répondre à vos questions si vous le souhaitez. Voilà, on laisse les questions. Voilà. Donc, très bien. Eh bien, je vais laisser la parole pour le groupe Renaissance au président Valence. Merci, Monsieur le Président. D'abord, merci, Monsieur le Président de l'AFITF, de venir devant la Commission comme vous y étiez engagé. C'est une première. Merci de venir présenter ce bilan d'activité que vous avez, je crois, fait voter lors d'un conseil d'administration à Strasbourg, dans le Grand Est. Quelques remarques, quelques-unes des choses qu'on apprend effectivement dans ce rapport. Vous insistez sur le caractère très aléatoire de la ressource des radars automatiques, qui est une autre des ressources de la route que vous n'avez pas citée tout à l'heure, mais qui vient abonder le budget de l'agence. Et effectivement, il s'agissait du premier budget, celui de 2022, dans lequel vous avez perçu la contribution solidaire sur les billets d'avion, 138 millions d'euros. Et c'est surtout le dernier budget sur lequel les fonds de France Relance étaient engagés. Et ça fera nécessairement l'objet de ma part d'un certain nombre d'interrogations. Du point de vue des dépenses, je crois que votre rapport d'activité fait aussi justice à une analyse qui est souvent produite, selon laquelle France Relance aurait financé des opérations qui étaient déjà décidées auparavant. Vous montrez que seulement 124 millions sur les 3 milliards d'euros ont été fléchés vers des opérations déjà prévues avant le lancement de France Relance. L'essentiel est donc venu abonder des opérations qui n'étaient pas prévues et donc est venu en plus de ce qui était prévu dans la liste des opérations de la loi d'orientation des mobilités. Vous soulignez aussi, Monsieur le Président, peut-être comme on est très peu nombreux, je prendrai un tout petit peu plus de temps, vous soulignez que les crédits routiers sont en partie affectés à l'aménagement de voies réservées sur des routes nationales non concédées, avec l'exemple, par exemple, l'année dernière de la 83 près de Nantes et la 50 près de Marseille.
Vous insistez sur la hausse des crédits pour le fret ferroviaire. Je crois qu'il faut vraiment y insister, x4 en 2022 par rapport à l'année précédente. Ça a notamment permis de faire des travaux importants dans le Grand Est entre Colus et Luyères ou entre Oiry et Esternay dans la Marne. Et puis une hausse très considérable en 2022, également par rapport à 2021, pour les voies navigables. Alors quelques questions. D'abord sur les prestations extérieures, vous en parlez rapidement dans le rapport d'activité. À combien chiffrez-vous ce que ça vous coûte et sur quel type d'opération en avez-vous besoin? Comment appréciez-vous enfin également la mauvaise qualité de mobilisation des crédits de paiement en autorisation d'engagement pour le ferroviaire? C'est quand même un des points très clairs dans votre rapport. On voit que les opérations ferroviaires ont du mal à se réaliser par rapport à ce que vous votez en autorisation d'engagement en crédit de paiement. Comment évaluez-vous l'évolution des autorisations d'engagement que vous serez amené à voter sur les transports collectifs? On peut imaginer qu'il y en aura peut-être un petit peu moins dans les années qui viennent au bénéfice des modes doux. Et comment appréciez-vous l'évolution des crédits que vous pourrez mobiliser sur des programmes exceptionnels outre-mer? Et pouvez-vous nous expliquer en quoi vous vous êtes fondé à venir financer des opérations sur l'érosion du littoral? Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président Valence. La parole est à Sylvain Carrière. Monsieur le Président Valence a inventé un nouveau format de 3 minutes. Donc vous avez bien entendu... voilà, c'est une nouvelle règle. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Vergriet, l'AFIT que vous représentez a vocation à coordonner le financement des infrastructures de transport françaises. Quoique nous aurions aimé avoir un contrôle parlementaire à ce sujet, nous tenons à remercier pour la qualité de ce rapport clair et détaillé. Dans celui-ci, vous annoncez avoir axé la majeure partie de votre budget sur les infrastructures de transport ferroviaire ou de mobilité du quotidien, ce qui est vrai pour plus de 2/3 des dépenses qui vont dans ce sens. Cependant, nous avons un problème avec la manière dont cela a été mis en avant dans ce rapport. En effet, la majorité de ces projets ferroviaires n'améliorent pas les mobilités de la vie de tous les jours pour les Français. Je pense au Lyon-Turin, pour lequel les études d'impact sont alarmantes sur le potentiel écocide et d'atteinte à l'eau située dans les Alpes. Nous parlons de plusieurs milliards de mètres cubes qui pourraient être alors souillés, alors qu'une ligne existe déjà et est sous-exploitée. Je pense également à la LGV Montpellier-Perpignan, dont vous validez la première phase dans votre rapport. Elle doit coûter 5,5 milliards, financée par l'État et les collectivités qui sont tout au long du tracé. Mais ce projet comprend entre autres un viaduc au bord de l'étang de Thau, d'une hauteur de 28 mètres et d'une longueur de 2 km. Au-delà du chiffrage économique, quels sont les intérêts environnementaux? Quels sont les risques pour le bassin de Thau, déjà en perdition? Pour les oiseaux, alors qu'on parle d'une zone à intérêt faunistique, lieu de niche majeur des flamants roses. Et pour les vignobles du Picpoul de Pinette, joyeux de la région, et en plein sur le tracé. Tout ça pour un gain de 39 minutes sur 150 km. La transition écologique doit être sociale et comprise. Développer le maillage des lignes, oui. Améliorer la qualité du réseau TER, oui. Investir dans les réseaux en étoile entre les villes et la périphérie, oui et encore oui. Mais investir des milliards dans les LGV permettant d'économiser au mieux quelques dizaines de minutes, ça ne rien y comprendre. Je vous remercie. Merci. La parole pour le groupe Les Républicains est à Pierre Vatin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'AFIT. Nous vous remercions pour votre présence et pour la présentation de ce rapport d'activité qui va utilement contribuer à nous éclairer en vue de la révision éventuelle de la loi d'orientation des mobilités et des discussions budgétaires à venir pour 2024. Le compte financier de l'AFIT affiche pour 2022 un niveau record de 3,3 milliards d'euros de crédits engagés, comme vous l'avez dit. Cependant, ce chiffre cache des défauts d'exécution de l'ordre de 289 millions, comme l'a relevé le sénateur Philippe Tabarot, ce que nous ne pouvons que regretter alors que nos infrastructures manquent si cruellement de crédit. De même, le niveau de recettes cache mal la fragilité bien connue des ressources de l'agence, son modèle de financement reposant sur des recettes incertaines dépendant de la conjoncture et des choix du ministère de l'Économie et des Finances. De plus, le recours systématique à une dotation budgétaire en fin d'exercice doit nous alerter sur la pérennité des recettes de l'AFIT. Une solution de court terme serait de lui réserver une part plus importante de TICPE et une solution plus structurelle serait de prévoir des taxes affectées pour le financement de nos infrastructures.
En janvier, vous nous aviez affirmé votre volonté d'éclairer de manière active les choix du gouvernement sur la trajectoire d'investissement à suivre pour remettre à niveau nos infrastructures de transport. Nous pensons qu'il est temps de nous rendre compte de vos démarches, le plan à 100 milliards pour le ferroviaire de la Première ministre étant encore évasif sur les modalités de financement et les montants à apporter par chaque partenaire. Ensuite, interrogé sur l'intérêt de voter une loi de programmation, vous nous aviez dit aussi préférer une actualisation de la LOM, solution moins contraignante pour le gouvernement, qui n'a pas de majorité, mais solution moins transparente et moins exigeante aux yeux des parlementaires. Et puis, la LOM a montré ses limites, et votre rapport d'activité le prouve. Sa trajectoire a rarement été respectée autrement qu'avec l'apport des fonds de plan de relance. Elle a même manqué d'ambition, nous ayant conduit à tolérer un quinquennat blanc, comme l'a cruellement révélé le dernier rapport du COI. Ou bien une loi de programmation semble en mesure de garantir le suivi réel des projets, ce qui empêchera qu'un chantier structurant comme le Lyon-Turin reste bloqué pendant des années, ou bien l'affectation effective des recettes évitera que le salut du budget de l'AFIT passe chaque année par le bon vouloir de Bercy. En conclusion, nous pensons que l'AFIT peut avoir un rôle à jouer dans cette nouvelle ambition, être le conseil de surveillance que vous nous aviez décrit en janvier. Ce rôle de suivi de la mise en œuvre effective des choix de la représentation élue ferait d'ailleurs taire les critiques régulièrement formulées contre votre agence. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe démocrate, Modem et indépendant, la parole est à Bruno Millienne. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'AFIT, d'être venu nous rendre compte aujourd'hui. Mes chers collègues, on est tous d'accord, la marche est grande. Nous devons décarboner nos mobilités à une vitesse jamais vue entre 2022 et 2030. Nous devons baisser de près de 30% les émissions annuelles domestiques de gaz à effet de serre liées au transport. Pour réussir ce pari, l'électrification des véhicules personnels ne suffira pas, tout le monde le sait. Il faut apporter aux Français des alternatives crédibles et efficientes, et effectivement, le rail en fait partie. Lors de votre nomination, Monsieur le Président, vous déclariez que les 6 mois à venir, après votre nomination, allaient être cruciaux pour l'avenir de nos mobilités. Cela fait bientôt 6 mois que vous êtes à la tête de l'AFIT. J'aimerais bien savoir si vous avez déjà des premières mesures, des premières impressions à tirer, un premier mini-bilan sur l'avenir de nos mobilités. En outre, le groupe démocrate vous rejoint sur un point primordial. L'un des enjeux dans la lutte contre le dérèglement climatique réside dans le report modal. Les transports en commun de type RER annoncés par le président en novembre dernier sont un des éléments structurants du maillage territorial dans les grandes villes françaises. Nous devons donc réussir ce maillage pour réussir notre objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Nous examinerons après-demain, en séance publique, la proposition de loi du président Zulesi relative aux services express régionaux métropolitains. Et si je crois bien me souvenir, vous aviez été assez critique lors de votre nomination sur la proposition du président et vous souleviez quelques réserves. Pouvez-vous nous donner votre avis sur la proposition de M. Zulesi et si les dispositions contenues dans cette proposition de loi permettent de répondre à vos inquiétudes? Enfin, l'AFIT dispose d'un budget conséquent, vous l'avez rappelé, en augmentation, 3,3 milliards d'euros en 2022 après 3,1 milliards d'euros en 2021. L'agence a vu son domaine d'intervention s'élargir aussi depuis sa création, mais l'effectif global de votre agence se limite à 4,5 équivalents temps plein en 2022. La Cour des comptes, d'ailleurs, a relevé que certains opérateurs ont été autorisés à prélever des frais de gestion pour déplacer les mesures liées au plan de relance, ce qui n'a pas été le cas de votre agence. Pourriez-vous nous partager votre sentiment sur l'état des effectifs de l'AFIT? Est-ce que 4,5 ETP sont suffisants pour remplir efficacement les missions qui sont les vôtres et qui sont diablement importantes? Je vous remercie. Merci. Est-ce que Jimmy Pain veut prendre la parole? Non? Non, c'était... Très bien. Et grain de sel, Dunkerque. Est-ce que vous voulez parler de Vélic? C'est du Vélic. Non, sans rigoler, monsieur Pain, vous voulez dire un petit mot? Très bien. Monsieur le Président. Merci. 4 points avant de donner la parole à Sandrine et Catherine qui compléteront mon propos sur des sujets plus ciblés. Dans les rencontres avec les opérateurs, et je pense que, monsieur le député, c'est ce que vous avez, à mon avis, aussi constaté en présidant le COI, on voit à quel point il y a un élément important dans le ferroviaire, dans l'amélioration de notre réseau ferroviaire, c'est la constance des moyens.
C'est-à-dire, il ne faut en aucun cas que ça bouge d'une année à l'autre. C'est-à-dire, il faut presque un plan à 20 ans. Et quand je dis ça, je dis ça au Parlement, où il y a le sacro-saint principe de l'annualité budgétaire. Et donc, on est finalement confronté à un enjeu de rendre compatible le principe de l'annualité budgétaire avec une obligation de constance des moyens pour régénérer le ferroviaire en France. Et je fais le lien avec les ressources de l'AFITF. Finalement, l'un des éléments qui pourrait rendre compatibles ces deux éléments serait effectivement de donner, et je milite un peu pour ça, avec 6 mois de recul, je l'ai dit d'ailleurs à la Cour des comptes, je milite pour une ressource à 100% dédiée à l'AFITF, une ressource pérenne dédiée à 100%, un peu sanctuarisée, qui permettrait effectivement de donner une visibilité à l'investissement au rail. Je pense qu'à mon avis, vous êtes arrivé à la même conclusion avec le COI. Je pense que nous n'arriverons pas à avoir de la réalisation des investissements sur le rail s'il n'y a pas un engagement de constance des crédits sur au-delà d'une décennie. Au-delà d'une décennie. Voilà. Donc vraiment, ça c'est le premier. Et donc je fais le lien avec la question sur les ressources. Il manque sans doute aujourd'hui à l'AFITF une ressource à 100%, avec une vraie garantie, et non pas des bouts de crédit, des bouts de radar, des bouts de TICPE, des bouts de... Et je pense que le problème vient de là, et on a ce débat-là au conseil d'administration de l'AFITF, et c'est vrai que, et là, évidemment, je m'adresse à la représentation parlementaire, parce que, quelque part, c'est vous qui avez la main, mais je pense qu'il manque sans doute cette ressource à 100% pour l'AFITF, qui donnerait une forte visibilité à ces investissements sur le rail. Deuxième point, je n'avais pas émis de critique sur les RER métropolitains. J'avais dit il y a un gage de réussite à mon sens. Je suis même très favorable. Je serais très favorable. J'avais dit, mais par contre, il y a un gage de réussite de ces projets. J'avais dit à l'époque, le gage de réussite, c'est de le voir comme des outils d'aménagement du territoire et non comme la réponse à un besoin immédiat d'une desserte entre banlieue et cœur de métropole. Si on en fait des objets de dessert de la banlieue au cœur de métropole, ça ne fera qu'ajouter une nouvelle couronne à nos métropoles et donc générer de l'étalement urbain. C'est ça que j'avais dit à l'époque, c'est-à-dire une vision d'urbanisme. Quand on a un projet aussi ambitieux que des RER métropolitains, il peut y avoir la volonté de répondre à une demande de transport, mais l'urbaniste que je suis sait très bien que ça a une conséquence à 20 ou 30 ans sur la façon dont les villes vont se développer, la façon dont on va fabriquer ces villes. Et si on veut aujourd'hui fabriquer des villes durables, la question des pôles d'équilibre, la question de l'aménagement du territoire me paraît absolument centrale. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui des RER métropolitains qui équilibrent des situations à une échelle régionale. Et donc je crois aux RER métropolitains avec des pôles d'équilibre, et je ne crois pas aux RER métropolitains qui feront que desservir une métropole et sa banlieue. C'est ça que j'avais dit à l'époque. Je suis allé sur des sites, je suis allé à Strasbourg ou à Bordeaux, où j'ai trouvé que l'esprit était conforme à ce que je vous indique. On me parle de pôle d'équilibre, on me parle d'aménagement du territoire, on ne me parle pas simplement d'une banlieue qui est desservie par un outil. Je continuerai mon parcours. Je ne sais pas si dans toutes les régions je trouverai ce modèle. Je n'en suis pas certain aujourd'hui. J'ai vu aujourd'hui des régions où on n'est pas forcément dans ce modèle. Mais en tout cas, les 2 sites que j'ai eu l'occasion de visiter correspondent parfaitement à cette logique d'équilibre d'aménagement du territoire qui vise aussi à lutter contre l'hypermétropolisation du cœur, qui me semble être un obstacle au développement durable et qui ne ferait qu'ajouter de l'étalement urbain. Et c'est là que je fais peut-être le lien avec les LGV, pour poser les questions. Je pense que les LGV peuvent être utiles si elles vont dans le sens d'un maillage du territoire, au sens d'un rééquilibrage des métropoles. Je pense que c'est le gage de réussite de la LGV demain. Et donc, sans évidemment à titre personnel me prononcer sur ce qui est pertinent ou pas pertinent dans ce modèle-là. Troisième point sur lequel je voudrais revenir, c'est la question de la gouvernance. Il y a actuellement donc
la Cour des comptes qui est en train de travailler sur la FIT. Je ne sais pas quand est-ce que va sortir le rapport, mais en tout cas, j'ai eu l'occasion d'être auditionné 2 fois. J'ai évoqué avec la Cour des comptes cette idée de conseil de surveillance, cette idée, voilà, ce que j'ai évoqué devant vous, y compris le périmètre, parce que je crois, monsieur le député Valence, vous avez posé la question de la pertinence d'avoir des crédits liés au littoral, notamment au trait de côte, etc. C'est l'une des questions qui est posée par la Cour des comptes. C'est historique, en fait, c'était lié aux infrastructures du littoral à l'époque. En fait, ça vient de là. L'histoire, j'ai essayé de reconstituer l'histoire de la FIT là-dessus. C'est pas totalement, c'est pas totalement absurde, j'ai envie de dire, quand on regarde les choses. Effectivement, l'enjeu du trait de côte et l'enjeu des infrastructures du littoral, finalement, regardez à La Réunion, on y est typiquement. Donc c'est pas effectivement totalement à côté de la plaque, mais la Cour des comptes nous dira si effectivement les différents scénarios qu'on peut imaginer et si demain c'est quelque chose qui doit sortir de la FIT ou pas. J'ai envie de dire, j'attends de voir ce qu'ils vont écrire. Enfin, moi je voudrais réagir aussi sur les effectifs, parce que vous avez posé une question qui est très juste. Je trouve qu'il y a un problème d'effectifs aujourd'hui à la FIT. Effectivement, un manque de moyens. Je l'ai évoqué, je l'ai dit également aussi à la Cour des comptes, je l'ai dit à la DGITM, je l'ai dit au ministre. Je pense qu'aujourd'hui, il faut des effectifs suffisants, mais surtout pérennes. Et je pense que le turnover aujourd'hui au niveau de la FIT est trop important pour l'importance de la gestion. Et donc, il fera partie de mon travail que de réussir à convaincre tout le monde d'essayer de stabiliser l'effectif de la FIT dans les années qui viennent. Et je vous remercie d'avoir soulevé cette question, parce qu'effectivement, il faut que cette agence soit dotée de moyens constants, pérennes et pertinents et adaptés à ses missions. Catherine pourra d'ailleurs en dire 2 mots et compléter mon propos, évidemment. Et je laisse Catherine et Sandrine compléter mon propos. Oui, bon. Bien, bonjour, messieurs les députés. Donc pour compléter sur des sujets plus administratifs, puisque donc, je représente la DGITM, sur les questions de la qualité de mobilisation des crédits sur les opérations ferroviaires, qui effectivement qu'on a constaté particulièrement en 2022. Donc il y a probablement un certain nombre de facteurs derrière cette difficulté de mobilisation de ces crédits. Il y en a un qui est arrivé effectivement, qui est nouveau en 2022, c'est le fait que avec l'inflation, certaines opérations ont pu avoir des besoins de renégociation au sein de conventions multipartenariales, multifinanceurs, des répartitions d'éventuelles prises en compte de l'inflation qui était une nouveauté pour les opérations ferroviaires qu'on n'a pas connues depuis quelques années, et que cela a pu retarder un certain nombre d'appels de fonds de fait, alors que les besoins sont bien là. Mais il ne s'agit que de report et non pas forcément de retard derrière. Sur le programme exceptionnel sur l'outre-mer, donc il est inscrit au budget, il est décidé par le gouvernement d'une part de financer la nouvelle route du littoral à La Réunion. Donc il sera financé par les crédits de la FIT lorsque le projet sera prêt à être financé en phase travaux, bien entendu. D'autre part, et actuellement nous finançons les études. Et d'autre part, il y a les complémentaires des contrats de plan État-région en métropole, qui est donc les contrats de convergence et de transformation, pour lesquels un comité interministériel des Outre-mer se tient le 5 juillet, si je ne me trompe pas, et donc sur lequel le montant du soutien pourrait être indiqué par la... Sur l'évolution, sur les questions sur les transports collectifs, alors c'est peut-être une exception sur le plan de relance,
puisque nous sommes encore avec l'AFIT en train de conventionner les lauréats de l'appel à projet TCSP qui a eu lieu en 2021, donc qui ont été désignés en 2021 et qui a pu être doté d'une enveloppe très conséquente grâce au plan de relance. Et ces projets sont encore cette année conventionnés à l'AFIT sur les crédits du plan de relance. Donc on a encore quelques engagements plan de relance qui sont en cours sur l'AFIT. Le taux, voilà, et ça continuera jusqu'à la fin, jusqu'à les conventionnements de l'ensemble de ces projets. Catherine pourra éventuellement préciser, donner plus de détails. Sur d'autres questions donc, sur les prestations extérieures, donc je laisserai la secrétaire générale de l'AFIT bien entendu répondre. L'érosion du littoral, donc le président a répondu. Sur les... je pense que c'est l'essentiel. Merci. Peut-être assez rapidement sur les TCSP, parce que la question a été posée spécifiquement. Donc, c'est les appels à projets nationaux que l'État lance et que l'AFIT finance. Hein, donc, on est dans notre rôle de bras financier de l'État. Donc, à l'heure actuelle, donc l'année dernière, on n'a pas pu exécuter l'intégralité de ce qui était prévu sur le plan relance. Donc, c'est 450 millions d'euros sur le 4e appel à projet pour doubler l'enveloppe, donc qui a été portée à 900 millions d'euros. Concrètement, cette année, il nous reste plus de 300 millions d'euros à exécuter. Il y a un vrai sujet si on va y arriver cette année. Donc on espère que notre conseil d'administration du mois d'octobre, qui est le dernier pour engager cette année, sera fourni extrêmement bien pour les questions de TCSP. Il nous reste par ailleurs 80 millions d'euros à engager sur les autres appels à projets qui restent encore ouverts. Donc c'est pas totalement négligeable, ni en montant ni en nombre, ce qui explique aussi un taux d'exécution actuel, hein, donc à peu près à mi-d'année de 2/3 des engagements qui l'année dernière étaient déjà à 3/4. Hein. Voilà, on était un peu là-dessus. Pour revenir à des questions un tout petit peu plus techniques de prestations extérieures et fonctionnement de l'agence, le fonctionnement de l'agence fonctionne en synergie avec les services du ministère et en centrale et en service déconcentré, donc ce qui explique aussi la relative petite taille, ce qui n'empêche pas qu'il faut quand même une certaine stabilité dans l'équipe et il faut absolument qu'on y arrive. Le budget de fonctionnement de l'agence représente 0,02% de l'enveloppe globale, et là-dessus les prestations extérieures sont très exceptionnelles. Donc concrètement, l'année dernière, on a dû faire appel à un cabinet d'avocats pour nous défendre contre les sociétés d'autoroutes. On a fait un colloque, là aussi, pareil, on n'a pas de service événement à nous. On a fait appel à l'extérieur, et on fait appel également à des services de prestation d'intérim pour combler l'une ou l'autre vacances. Donc ça reste de l'ordre relativement faible compte tenu de notre enveloppe de fonctionnement général. Donc peut-être je rajouterais qu'on a un fonctionnement sur l'équipe qui, depuis l'origine, fonctionne en mise à disposition. Donc c'est une particularité qui persiste de l'établissement. Voilà. Bon, qui s'explique probablement par la petite taille et l'histoire que ça a été créé ainsi. Mais on est sur une bonne voie. La Cour des comptes est dans nos murs, vous l'avez entendu à plusieurs reprises. Lors de l'audition, je pense que ça a été évoqué à plusieurs reprises, les conclusions du rapport de 2016. Donc il devrait y avoir avant la fin de l'année, selon ce qu'ils nous ont dit, un nouveau rapport qui devrait, dans une certaine mesure, quand même constater l'avancement de l'agence dans un certain nombre de points qui ont été soulevés précédemment sur l'agence et les critiques qui ont été finalement auxquelles on a répondu et qu'on a pu mettre en place des choses. Voilà. Je reviens sur ce qui avait dit un petit peu le bilan du premier semestre que vous aviez évoqué à un moment donné. Effectivement, j'avais dit qu'il serait dense. Il a été dense. Entre le rapport du COI, les annonces de la Première ministre et les différents plans qui ont lieu. J'ai envie de dire, on est arrivé pour moi à une situation où
Alors, on va dire, notamment grâce au travail qui a été mené par le COI, on a une bonne visibilité finalement des dépenses aujourd'hui engagées. On voit à peu près où on doit aller dans les années qui viennent. Et donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui on est à un moment, et donc un moment clé pour la représentation parlementaire, effectivement de la ressource. Parce que finalement c'est le seul élément que n'a pas traité le COI en le disant d'ailleurs, en disant que voilà. Et je pense qu'on en est là aujourd'hui. Quand on regarde effectivement ce qui se passe ailleurs en Europe, on se souvient qu'en France il y a eu un échec, l'échec de l'écotaxe. Qui coûte aujourd'hui très cher à notre pays finalement. Et cette question, aujourd'hui, elle est de fait sur la table. C'est-à-dire la question, ces camions qui traversent la France en ne payant pas grand-chose quand même aujourd'hui, quand on parle de transfert de mobilité carbonée vers les mobilités décarbonées, si on cherchait une recette affectée à 100% à la FIT, justement pour donner une visibilité à long terme, on voit bien aujourd'hui ce qui est très différent entre la France et d'autres pays européens qui, eux, ont réussi à mobiliser ce type de taxation. Et donc c'est vrai que c'est là qu'effectivement le rôle du Parlement va être, à mon avis, décisif. Et je pense que ce qui s'ouvre aujourd'hui, c'est les questions de ressources. Puisque vous parlez, je me permets de vous poser une question, puisque vous parlez de ressources, dans le cadre des travaux ancienne mandature, on a fait le choix d'augmenter la fameuse taxe Chirac sur les billets d'avion, dont l'augmentation est affectée au budget de la FIT. Est-ce que vous pourriez nous dire, au regard des perturbations que le trafic aérien a connues en raison notamment de la crise sanitaire, dans quelle mesure est-ce que la FIT a pu profiter de cette augmentation sur la taxe Chirac? Et vous l'imaginez, il y a une réflexion qui est menée, et ça ne veut pas dire que l'arbitrage a été donné, d'augmenter de nouveau cette taxe Chirac. Donc c'est important qu'on puisse d'ores et déjà avoir les chiffres sur ce que cette taxe Chirac a pu apporter à la FIT. Je crois qu'il y avait d'autres questions. David Valence. Oui, vous aviez dit, Monsieur le Président, que vous reviendriez sur le contentieux que vous avez avec les sociétés concessionnaires autoroutières. Et j'aimerais que vous le fassiez pour savoir, parce que c'est une vieille affaire, et pour savoir exactement où on en est. Deuxième chose, juste pour expliciter ce que disait la personne de la DGITM, on voit dans le bilan depuis 2005 que le reste à réaliser sur le ferroviaire est toujours extrêmement élevé, pas loin de 50% par rapport à ce que vous votez en autorisation d'engagement. Alors que sur tous les autres postes, on n'atteint pas ce niveau de reste à réaliser, y compris sur des opérations routières, et on imagine qu'il y a aussi des complexités sur le routier. Donc il y a de toute évidence, il y a un problème à consommer à temps, à tenir les délais dans la réalisation des investissements ferroviaires. C'est ce qu'on voit de façon très claire dans votre rapport. Donc, comment vous le mesurez, vous l'évaluez? Là, les chiffres sont là, mais comment vous l'expliquez? Et après, encore une question et deux remarques. Une question. Vous financez aussi le matériel roulant de l'État. Vous le rappelez dans le rapport, et c'est pas forcément très connu. Comment vous anticipez les trajectoires d'investissement à venir? Il y a des décisions très attendues sur le matériel pour les trains de nuit. Voilà, comment vous l'anticipez dans la construction, dans le vote du budget que vous avez pour cette année et pour les années à venir. Enfin, deux remarques pour terminer. La première, pour réagir à ce que vous disiez sur les systèmes express régionaux métropolitains, il y a un mot qui n'a pas été utilisé, mais dans la vision que vous développez, en fait, vous plaidez pour des politiques d'arrêt raisonnables. C'est-à-dire plutôt desservir la ville moyenne qui est à 1 heure, 1 heure et quart, plutôt que faire 15 ou 20 arrêts entre les deux. Et effectivement, en Grand Est, on partage absolument cette vision. Et dernier point, moi je suis tout à fait d'accord avec vous sur les recettes affectées. C'est toujours beaucoup plus confortable, mais vous savez que ce n'est pas forcément très à la mode au ministère des Finances. Donc c'est un combat difficile. Et je vous remercie de le mener à nos côtés. Alors, la contribution sur les billets d'avion, c'est 138 millions. Hein, c'est bien ça en 2022, 138 millions. Voilà ce que ça représente. C'est à la fois beaucoup et pas grand-chose. Voilà. Quand
quand on voit effectivement que rien que la contribution volontaire des sociétés d'autoroutes qu'on n'a pas perçue, ça représente 122 millions sur 2 ans. Voilà ce que ça représente. Donc effectivement, c'est pas énorme, mais je pense que ça justifierait. Sur le ferroviaire, et je laisserai Catherine en dire 2 mots, notamment sur les sociétés de concession d'autoroutes, où on en est sur le contentieux. Sur le ferroviaire, je partage ce que vous avez dit, monsieur le député Valence. Effectivement, je trouve le rythme lent. Si je reprends vos... il est donc légitime que la représentation parlementaire se pose des questions. Voilà, exactement. En rencontrant les opérateurs, c'est vraiment... Ce qui est mis en avant, c'est effectivement le risque de non-continuité de l'investissement. C'est vraiment ça qui est mis en avant. Est-ce qu'après, il y a chez les opérateurs des moyens opérationnels qui ne sont pas à la hauteur des enjeux? Ça, moi, à ce stade, je n'ai pas la capacité à l'évaluer. Mais Catherine, je te laisse faire le point, et Sandrine. Je commence peut-être avec le contentieux, pour ne pas l'oublier, parce que je m'excuse. La CVE, donc, on a émis les titres en 2021, où on a découvert que les sociétés d'autoroutes n'étaient plus volontaires. Donc, on est en contentieux de la CVE 2021 et 2022. Il faut préciser, la contribution volontaire exceptionnelle. Voilà. Ah pardon, oui, excusez-moi. Donc CVE, c'est la contribution volontaire exceptionnelle. Il y a un protocole qui a été signé par les sociétés d'autoroutes, par les plus grandes, pour en fait alimenter, dans le cadre des prolongations des concessions qui ont été accordées par ailleurs, le réseau des routes nationales. C'était un peu ça le deal. Donc depuis 2021, cet accord a été mis en cause. Nous, on a émis des titres. Pour les 2 années, ça a été contesté. Donc, pour le moment, on attend 122 millions d'euros que, normalement, les sociétés d'autoroutes nous doivent. Le contentieux est devant le tribunal administratif. La clôture d'instruction n'est pas très, très loin. Donc, on devrait avoir un résultat d'ici la fin de l'année, au moins en première instance. C'est à peu près aujourd'hui... on a commencé à émettre les titres 2023 pour 2. Il y a les 5 autres sont imminents, donc voilà, on continue. Le président, en début d'année, a rappelé aux sociétés d'autoroutes que c'était quand même relativement handicapant que les sociétés d'autoroutes ne versaient pas leur dû qu'on a plus prévu dans le budget de cette année. Donc le budget, par précaution, ne prévoit pas cette contribution volontaire, mais ce n'est pas pour ça qu'on y renonce. On a bien émis les titres et on compte bien faire payer les sociétés d'autoroutes un jour. Voilà. Dans le contexte aujourd'hui du débat sur les sociétés d'autoroutes, bon allez, j'utilise le mot, c'est un peu indécent. Voilà. Quand on regarde les taux de rendement internes des projets et des actionnaires, je pense qu'une façon pour les sociétés concessionnaires d'autoroutes de pouvoir répondre en partie aux accusations qui sont émises aujourd'hui aurait pu être de verser cette contribution volontaire exceptionnelle à la FIT. Donc voilà, ça c'est mon avis personnel. C'est pour ça que je n'ai aucun état d'âme à réclamer ça. Maintenant, je pense qu'on est parti sur un contentieux qui sera très long. Merci, Monsieur le Président. Il y avait d'autres questions. Oui, il y avait peut-être sur l'investissement ferroviaire. Oui, alors, juste ce que je vous propose, c'est que, comme on a un orateur de groupe qui vient d'arriver pour le groupe socialiste, et on l'excuse bien entendu, il était en hémicycle, on va lui laisser la parole, et puis comme ça, après, vous pourrez répondre aussi sur les investissements. Donc la parole est à Bertrand Petit. Bien, merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est gentil de m'avoir permis de m'absenter quelques instants, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la FIT France, cher Patrice Vergrit, Mesdames, Messieurs les députés, en 2022, 3 présidents se sont succédés à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. La Cour des comptes pointe un dispositif d'affectation de recettes à des dépenses ne jouant aucun rôle dans la sélection des investissements. Pourtant, vos 2 prédécesseurs, Monsieur le Président, Christophe Béchu et Jean Castex, en révèlent le rôle politique. Adapter nos infrastructures de transport, c'est un enjeu majeur pour affronter la crise écologique. C'est le rôle de la FIT France. Le transport routier est le premier émetteur de gaz à effet de serre, 120 millions de tonnes de CO2, c'est 30% de nos émissions.
C'est le bilan, c'est le bilan de la stratégie Tout-Route. Par ailleurs, le Conseil d'orientation des infrastructures identifie des efforts considérables à consentir pour le ferroviaire. Changer d'échelle et régénérer le réseau, en clair, c'est accélérer les investissements pour remettre en état nos lignes et mailler le territoire national. L'État doit se mobiliser et la SNCF aussi. Côté AFIT France, quelle lecture faites-vous de ces conclusions du COI? L'AFIT France dispose de 3,5 milliards de ressources affectées. Pour plus d'un tiers, ces ressources proviennent de la TICPE. Ça veut clairement dire que le premier financeur de la transition écologique de nos infrastructures de transport, eh bien, c'est tout simplement l'automobiliste qui y contribue à chaque fois qu'il fait son plein d'essence ou de gasoil. Loin devant les actionnaires des sociétés d'autoroutes qui, par l'intermédiaire de la taxe d'aménagement du territoire, paient moins de la moitié de ce que paient les automobilistes, et très loin devant le secteur aérien qui y contribue 13 fois moins. Le financement des infrastructures de transport repose donc principalement sur des ressources fiscales dont la charge est très inégalement répartie, par ailleurs fortement dépendante des énergies fossiles. Selon la direction de la législation fiscale, le rendement de ces recettes qu'on appelle brunes pourrait reculer de 30% d'ici 10 ans. Comment envisagez-vous, Monsieur le Président, l'avenir du financement des infrastructures de transport pour en garantir la pérennité? Je vous remercie. Je vous en prie, Monsieur le Président. Oui, je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, mais voilà, j'en suis pour vraiment résumer mon propos, c'est il est légitime que ce soit les mobilités carbonées qui payent pour les mobilités décarbonées, donc c'est pas absolument pas illégitime. Et j'ai plaidé tout à l'heure pour effectivement identifier une recette pérenne à l'AFIT. À 100%, c'est-à-dire pas des parts et des bouts de quelque chose, de l'amende radar, voilà, donc quelque chose qui soit vraiment affecté, stable, relativement stable. C'est ce dont a besoin l'AFIT, à mon sens, aujourd'hui. Le rapport du COI, comment je le vois, le député Valence est là, je pense que, comme je le disais tout à l'heure, ça donne une très bonne lecture aujourd'hui du besoin. Voilà, on a, grâce à cet excellent rapport, une visibilité très claire de ce qu'il faut faire en matière. Alors après, en mettant les curseurs, comme l'a proposé le COI, je pense que le débat aujourd'hui, justement sur la ressource, comme vous l'avez dit, hein, monsieur le député, mais le débat, il est là aujourd'hui. Et je pense que dans les séquences dans lesquelles vous êtes au Parlement aujourd'hui, c'est bien cette question-là qu'il faut se poser. Et mon point de vue, voilà, je pense qu'aujourd'hui, il manque effectivement cette recette affectée, pérenne à l'AFIT, qui permettra d'avoir une visibilité au-delà de l'annualité budgétaire à justement la satisfaction des besoins qui ont été identifiés par le COI. Donc pour moi, je pense qu'aujourd'hui, on en est là. Et c'est tout le débat que vous aurez soit dans la loi de programmation ou la loi d'actualisation de la LOM, voilà, peu importe ce que vous choisirez, ou dans les exercices budgétaires à venir. Voilà, je pense que c'est là que ça va se passer aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, le débat parlementaire doit effectivement poser une ressource pérenne, stable, enfin suffisamment stable, j'ai envie de dire. Voilà. Après, que ce soit les mobilités carbonées qui payent pour les mobilités décarbonées, cela ne me paraît pas, à moi, en tout cas, illégitime. Mais c'est à vous que revient cet arbitrage. Voilà. Catherine, je te laisse la parole pour la suite. Revenir sur la question de programmation de fin d'année et les ajustements, hein, notamment sur l'investissement ferroviaire, c'est clairement une question de travailler tous main dans la main. C'est très difficile de faire une programmation, ne reste qu'annuelle, prévisible tous les ans. On travaille beaucoup avec la DGITM, avec tous les acteurs et les bénéficiaires. Très clairement, sur 2023, grâce à ces échanges, on a vu que la SNCF, sur un certain nombre de chantiers, n'allait pas pouvoir exécuter. Et donc, on n'a pas prévu les crédits jusqu'à la fin de l'année, ce qui a permis de ne pas mobiliser, par exemple, la loi de finances rectificative pour abonder l'AFIT à tort, puisque ça n'aurait pas été consommé. Et parallèlement, on a quand même pris une attache encore plus forte avec la SNCF Réseau pour justement anticiper au mieux ces sous-consommations et de les constater le plus tôt possible dans l'année. Donc on va essayer de rester dans cette dynamique-là. Après, sur la partie engagement, il y a eu des annulations comme Roissy-Picardie. Il n'y a pas eu les crédits européens, faut reprogrammer, on l'a prévu cette année. Et puis ce qui manque,
c'est prévu chez nous. Donc voilà, donc ça parfois c'est un peu des aléas de ce type de projet qu'on ne peut pas trop anticiper ou qu'on essaye de gérer, mais en fait c'est un jeu de mise en œuvre des politiques publiques au quotidien qui n'est pas toujours facile. Mais ça demande à ce que toute la chaîne joue un jeu honnête, ouverte à un moment donné, de dire j'y arriverai pas. Parce que sinon on mobilise l'Assemblée nationale, le Sénat pour abonder le budget de la FIT pour des opérations qui ne se font pas. Donc, et ça, en sortie de crise, on était plutôt pas mal en 2022 puisqu'on a atteint finalement un taux d'exécution relativement exceptionnel en ne pas reconstituant de dette, ça c'est très important. Donc on a tout purgé sur les dernières années et on y reste. Donc on est plutôt sur une bonne trajectoire là-dessus. Merci. En tout cas, je maintiens que l'annualité budgétaire n'est pas le cadre adapté à une programmation ferroviaire. Je pense que le premier problème, surtout ferroviaire. Pour répondre sur le sujet du matériel roulant qui est effectivement par l'État pour les trains d'équilibre du territoire et notamment les trains de nuit pour lesquels effectivement la particularité est que l'État, la DGITM, est autorité organisatrice de transport, de mobilité plutôt. Donc effectivement, cela nécessite, lorsqu'il y a besoin d'acquérir du matériel roulant, de programmer l'acquisition de façon au bon moment dans la trajectoire de la FIT, de façon à pouvoir mettre en service les lignes au moment où généralement les travaux sont finis. Donc ça nécessite une programmation quelque part de la même façon que nécessite la programmation des travaux. Sur les voilà, pas forcément ajouter d'éléments sur les taxes affectées, mais simplement redire que lors de la remise du rapport du COI, la Première ministre avait annoncé que les ressources complémentaires seraient recherchées dans le secteur de l'aérien, dans le secteur routier, en autofinancement ou je pense également dans le cadre de sociétés de projets comme ça peut exister. Et je pense que vous aurez probablement très prochainement, dans le cadre de la loi de finances, des propositions dans ce sens à examiner. Alors nous avons un format un peu particulier, vous l'avez compris, en raison du débat que nous avons actuellement sur l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels de santé. Donc notre collègue Daniel Grenon est arrivé, il était orateur de groupe pour son parti, donc je vais lui laisser la parole, en sachant, et je m'en excuse par avance, que vous allez sans doute avoir des questions que vous avez déjà répondu tout à l'heure, mais ça sera l'occasion d'insister. Monsieur Grenon, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Vergriette, chers collègues, si la volonté de poursuivre les efforts d'investissement dans de nombreux secteurs, notamment dans le transport ferroviaire, est louable, il est cependant regrettable que celle-ci se fasse au détriment d'autres secteurs, comme les infrastructures routières. En effet, les autorisations d'engagement dans le budget AFIT pour les infrastructures routières sont passées de 1,3 milliard d'euros en 2022 à 1,08 milliard d'euros en 2023, soit une baisse d'environ de 220 millions d'euros. Le réseau routier, l'un des plus importants d'Europe, permet le transport de fret et la circulation de nos citoyens à des fins familiales et professionnelles, en plus de désenclaver de nombreux territoires. Le maintien d'un réseau routier fonctionnel est un enjeu majeur pour notre pays. Comment alors expliquer une telle baisse de ces investissements ? En tant que nouveau président du conseil d'administration de la FIT, quelle est votre vision à moyen et long terme en matière d'investissement routier ? Par ailleurs, un nouveau système de routes électrifiées permettant aux poids lourds électriques de recharger leurs batteries tout en roulant est actuellement implanté en Allemagne et en Suède. Ce dispositif peut à terme amener la décarbonisation du transport de fret pour les poids lourds. L'AFIT compte-t-il investir dans la mise en place d'un tel dispositif ? Si tel est le cas, comment l'AFIT compte-t-il mettre en place le système tout en opérant une diminution des investissements routiers ?
Enfin, les investissements de l'AFIT pour les ports maritimes ont diminué de moitié entre 2022 et 2023, puisque les autorisations d'engagement sont passées de 93 millions à 46 millions. Comment justifiez-vous cette diminution? Je vous remercie. Monsieur le Président. Oui, non, sur les ports, je ne vois pas de désengagement, c'est d'une année à l'autre, ça peut être factuel. Vous savez, hein, étant vice-président du conseil de surveillance du grand port maritime de Dunkerque, effectivement, les investissements peuvent être d'une année à l'autre, il peut y avoir des décalages, on est engagé dans une grande opération à Dunkerque qui est Cap 2020 notamment. À un moment donné, des choses peuvent ne pas être prêtes, des projets. J'ai envie de dire, je pense qu'il faut le regarder au-delà d'une année par rapport à l'autre sur la question des ports. Sur la question des routes, la diminution est relativement faible aussi, en réalité, mais je laisserai la DGITM répondre plus précisément là-dessus. Vas-y, Sandrine, je te laisse répondre sur la question des routes. Oui, et puis peut-être aussi sur la question des ports. Les ports sont principalement financés au travers des contrats de plan État-région dont les mandats viennent d'être adressés au préfet. Et donc l'enveloppe qui est indiquée dans le dossier de presse qui est émis la semaine dernière suit entièrement les recommandations du Conseil d'orientation des infrastructures sur cette ligne. Et en très nette augmentation pour la période 2023-2027. Pour effectivement, le volet routier, déjà effectivement en crédit de paiement, on ne va pas voir de diminution immédiatement parce qu'on est aussi sur la continuité et il n'y a pas d'interruption des projets évidemment déjà engagés. D'autre part, le volet routier des contrats de plan État-région représente 18% des 8 milliards 6 d'investissement, ce qui représente effectivement en diminution par rapport au volet précédent en suivant les recommandations, qui suit les recommandations du Conseil d'orientation des infrastructures, mais avec une diminution qui reste relative. On n'est pas sur une division par 3 ou par 2, loin de là, plutôt sur une diminution de l'ordre de 20%. Et après, il n'est pas illégitime, bien entendu, de mettre le paquet, j'ai envie de dire, sur les mobilités décarbonées comme le ferroviaire. Hein. C'est assez logique. Pour aussi une bonne raison, c'est qu'en termes d'investissement ferroviaire, notre pays a du retard. Et donc ça, il faut l'entendre aussi. Quand on regarde l'état du réseau ferroviaire français, je pense qu'il a besoin effectivement de beaucoup de crédits. C'est ce qu'a dit la Première ministre. Et donc je pense qu'il faut le voir aussi comme une compensation historique nécessaire ou un rattrapage historique nécessaire pour remettre à niveau notre réseau ferroviaire. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles les voyageurs au quotidien subissent des difficultés, des retards. Je suis un maire des Hauts-de-France et je sais ce que c'est que la dégradation du réseau. Et, je pense qu'il y en a d'autres des Hauts-de-France qui savent ce que c'est que la dégradation du réseau. Donc je pense qu'effectivement l'investissement dans le ferroviaire est aussi nécessaire, mais il n'y a pas forcément une nette diminution de l'investissement routier. Il y a surtout une augmentation du ferroviaire. Vas-y, je t'en prie. Et une augmentation aussi des enveloppes pour l'entretien routier, qui est pour la régénération du réseau routier, qui est national, qui était identifié comme un besoin important. Mesdames, Messieurs, un très grand merci. Monsieur le Président, on pourrait dire engagement de campagne tenu, Voilà. puisque vous étiez engagé à venir, vous l'avez fait. J'excuse vraiment les collègues qui n'ont pas pu être là pour cette commission en raison des travaux dans l'hémicycle. Mais je ne doute pas qu'ils pourront regarder ça en replay et qu'ils pourront aussi vous partager un certain nombre de questions. Merci à vous. Chers collègues, on se retrouve vendredi matin en hémicycle à 9h pour l'examen de la proposition de loi sur le développement des services express régionaux métropolitains. À vendredi.